Très bien, mes chers collègues, Monsieur le Premier Président, Madame la Première Présidente, je vous souhaite bien sûr la bienvenue, ainsi qu'aux magistrats qui vous accompagnent. Au nom bien sûr de toute la Commission, nous vous souhaitons tous nos meilleurs, nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, des vœux surtout de santé en priorité, et bien sûr ainsi qu'à vos proches, vos familles. Et bien sûr, je me réjouis donc de vous accueillir à nouveau dans cette belle commission, et nous aurons, je crois, plusieurs fois le plaisir de nous rencontrer, puisque nous attendons des travaux pour 2023. Donc 2 rapports que la Cour doit remettre en application des dispositions de l'article LO 132-3-1 du Code des juridictions financières. L'un porte effectivement sur les soins palliatifs et l'autre sur la pédopsychiatrie. J'ajoute également que le bureau de la commission délibérera très prochainement sur la prochaine enquête que nous demanderons donc à la Cour de bien vouloir réaliser. Toutefois, ce n'est pas dans ce cadre que nous vous entendons aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un rapport public thématique sur la vaccination contre la Covid-19. Nous vous remercions bien sûr de nous le présenter donc cet après-midi, car il est inutile de vous dire que depuis près de 3 ans, les Français sont véritablement préoccupés par cette crise sanitaire, et que très souvent, celle-ci a fait l'objet donc de nombreux débats au sein bien sûr de cette commission, mais également dans l'hémicycle. Je vous passe dès à présent, Monsieur le Premier Président, donc la parole, et comme d'habitude, ensuite nous entendrons les représentants donc des groupes politiques, puis les autres députés pour d'éventuelles questions. Vous avez la parole, cher Président, cher Pierre. Merci, Madame la Présidente, chère Fadila, Madame la Rapporteure Générale, Mesdames et Messieurs les députés. Bonjour, merci de votre invitation. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter notre rapport public thématique dédié à la campagne de vaccination contre la Covid-19. Un rapport qui est inédit à maints égards, qui a été certes publié par la Cour des comptes déjà le 14 décembre dernier, présenté à la presse, mais dont vous avez souhaité vous emparer, me semble-t-il, à juste titre. Je souhaite tout d'abord, en retour, vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2023, tous les bonheurs personnels auxquels vous pouvez aspirer, tous les accomplissements que vous désirez. Mon attachement pour la mission d'assistance au Parlement que la Constitution a confiée à la Cour est très profond, et j'aurai à cœur, cette année comme depuis le début de mon mandat, de veiller à l'excellente qualité de nos relations, renforcer nos liens institutionnels pour répondre à toutes vos questions, à vos besoins. Et je me réjouis par avance des occasions qui me seront données de m'exprimer devant votre commission. J'ai à mes côtés Véronique Amaillon, qui n'est pas encore première présidente. Il faudra attendre que je ne le sois plus, mais nous verrons bien. Mais qui est déjà dans la fonction éminente de présidente de la 6e chambre. J'ai également avec moi le rapporteur Thierry Grignon, qui est conseiller référendaire en service extraordinaire, et le contre-rapporteur Jean-Pierre Viola, conseiller maître. Et je souhaite les remercier chaleureusement pour leur implication et pour leur travail approfondi. Cette publication survient en effet dans un contexte très particulier. Contrairement à ce que nous avons pu espérer, l'épidémie n'est pas encore derrière nous, même si nous sommes plutôt en ce moment dans une période d'accalmie. La vaccination apparaît toujours comme un sujet de la plus haute actualité. Nous avons tous été pris de court par cette pandémie, mais nous avons appris depuis à vivre avec le virus. C'était à un moment donné un slogan, c'est devenu une réalité grâce à la mobilisation intense des personnels soignants, qu'il ne faut pas oublier, grâce aussi aux scientifiques qui ont permis la mise au point en un temps record de ce vaccin, ainsi que grâce aux services publics qui pilotent la campagne de vaccination. Nous savons que la vaccination, j'espère que chacun en est convaincu ici, est la clé pour vivre avec la maladie. Et il faut rappeler qu'une 4e dose est disponible pour protéger les populations les plus fragiles. À ce jour, alors que les Français de 80 ans et plus y sont éligibles depuis déjà quelques temps, depuis mars 2022, au 2 janvier 2023, ce sont les derniers chiffres que j'ai trouvés, seuls 46% d'entre eux ont reçu cette nouvelle dose de vaccin. De plus, seuls 20% des personnes de plus de 80 ans
sont bien protégés par le vaccin, car leur dernière injection date de 3 mois au plus. Je me permets donc, à la place qui est la mienne, de relayer ce message que je crois d'utilité publique, qui est que tous les Français en contact avec des personnes à risque, notamment des personnes âgées, des personnes atteintes de comorbidité, peuvent recevoir une dose de rappel vaccinal. Il en va de même pour le port du masque, notamment dans les transports en commun. Ce que nous savons tous, c'est que les gestes barrières sont à nouveau essentiels pour nous protéger, ainsi que nos proches. Le rapport que je vais maintenant vous présenter est en tout point, je le disais, exceptionnel et inédit pour la Cour, comme pour les décideurs ou les citoyens qui prendront connaissance de ces conclusions. Par son objet d'abord, qui est une campagne nationale de vaccination en réponse à une pandémie. Rappelons-le, face à un virus qui était inconnu, qui est surtout très évolutif. Il a fallu vacciner la quasi-totalité de la population en un temps record, ce qui signifie d'abord trouver le vaccin, puis l'autoriser, le fabriquer, le distribuer au plus près de chaque citoyen, puis l'injecter, et ceci pour les 2 doses qui constituent le schéma vaccinal initial, puis pour les doses de rappel. C'est simple à énoncer, mais en réalité, c'est tout simplement sans aucun précédent dans l'histoire. Ce rapport est inédit aussi par les méthodes quantitatives que nous avons déployées pour mener notre investigation. Nous avons pu nous appuyer sur des données transparentes et nombreuses, disponibles en temps réel, pour rendre compte de cette campagne. Il est aussi inédit parce que nous sommes intervenus en temps réel. Notre travail a démarré en même temps que la vaccination elle-même et il s'est poursuivi tout au long de la campagne vaccinale. Enfin, j'ose espérer que ce travail est d'une importance stratégique. Il est stratégique parce que nous devons absolument tirer un bilan de cette campagne de vaccination, identifier ce qui a fonctionné ou bien ce qui a moins bien fonctionné, voire même dysfonctionné, à quel moment de la campagne, pourquoi, et en tirer des leçons pour l'avenir. Cette épidémie, c'est pas à vous que je l'apprendrai, a été un vrai choc pour l'ensemble de la société, pour les services publics, en particulier pour les services hospitaliers, mais aussi pour les institutions qui ont dû arbitrer entre santé publique et liberté individuelle. Et il est bon désormais de pouvoir rendre des comptes en toute objectivité, impartialité aussi, sur les politiques qui nous permettent aujourd'hui de cohabiter avec ce virus. Ce bilan est aussi stratégique en ce qui nous permettra, je l'espère, de mieux nous préparer pour faire face à de prochaines vagues épidémiques. Ça peut être à court terme, si survenait un nouveau variant qui échappait au vaccin actuel, ou bien à plus long terme pour d'autres types de virus. Nous, à la Cour, nous ne sommes ni devins ni épidémiologistes, nous ne prétendons pas l'être. Le rôle de la Cour, c'est bien de formuler des recommandations pour tirer les enseignements de la gestion de la pandémie et pour consolider notre résilience face au choc. Cette crise nous a montré que le maître mot de la réponse collective, c'était l'anticipation, et nous efforçons d'apporter par nos travaux notre pierre à l'édifice d'une méthode d'anticipation nationale. Sur un volet optimiste, notre rapport identifie un certain nombre d'innovations scientifiques, numériques, mais aussi politiques et sociales, qui ont montré de très bons résultats et qu'il sera utile de prolonger pour d'autres campagnes sanitaires, mais aussi pour d'autres champs de politique publique. Enfin, c'est un travail stratégique car, comme vous le savez, la pandémie de Covid-19 et les vaccins en particulier ont vu proliférer la désinformation et les polémiques fallacieuses à un degré lui aussi assez inédit. Jamais sans doute le débat public n'a été en proie à autant de fausses informations, à une telle remise en cause de la parole scientifique au moment où nous en avions plus que jamais besoin. À travers ce rapport, la Cour veut jouer son rôle de tiers de confiance de l'action publique en rendant une étude, comme nous le faisons toujours, impartiale, documentée de cette campagne qui fait si souvent l'objet de défiance ou d'instrumentalisation partisane. Cette information transparente est d'autant plus importante que la confiance dans l'action publique, dans la science, est le déterminant principal de la vaccination et que cette campagne n'est vraisemblablement pas achevée puisque le virus lui, est toujours là. À travers ce rapport, nous voulons aussi dresser un bilan financier que je crois très attendu de cette campagne de vaccination. Il faut faire le point sur le coût de cette stratégie au moment où justement nous sortons du quoi qu'il en coûte. J'en viens maintenant aux 3 messages clés de ce rapport. D'abord, cette campagne a été menée dans un contexte de contraintes exceptionnelles qui ont entouré ces opérations logistiques d'incertitudes majeures, incertitude sur l'avenir même de la pandémie, ainsi que sur l'étendue
des pouvoirs des vaccins pour la combattre. Le second, c'est que les pouvoirs publics ont su adapter en continu la stratégie vaccinale et déployer une organisation efficace. Disons-le, ça a été plutôt un succès. La troisième, c'est que cette campagne a globalement atteint ses objectifs, avec cependant des disparités de résultats qu'il faut interroger. Comme je le disais, bien que cette campagne ait été entourée de contraintes et d'incertitudes multiples, la stratégie et l'organisation vaccinale se sont adaptées, et c'est un succès majeur que notre analyse n'hésite pas à saluer. La campagne vaccinale contre la Covid-19 a commencé quelques mois après que la pandémie fut devenue mondiale. Si initialement, nous ne le cachons pas, cette campagne a connu des difficultés de logistique et d'organisation, elle est ensuite rapidement montée en puissance en s'adaptant continuellement aux vagues épidémiques successives. À son démarrage, nous sommes en décembre 2020, elle a d'abord été ciblée sur les groupes de population les plus exposés, notamment les résidents des EHPAD, puis très vite élargie aux personnes âgées, avant d'être progressivement ouverte jusqu'à l'été 2020 à l'ensemble des adolescents et adultes, ces 12 ans et plus. Les incertitudes étaient majeures quant à la disponibilité des doses, quant aux contraintes d'acheminement et de conservation du vaccin, ce qui explique la montée en charge par étapes de la campagne. Très concrètement, on a rencontré des freins techniques, comme la chaîne du froid pour les vaccins à ARN messagers, qui n'existaient pas jusque-là. Ça a empêché d'utiliser dans un premier temps les canaux classiques de la vaccination en ville, et ça a conduit à la solution, vous vous en souvenez, de centres de vaccination. Enfin, le vaccin demeure une prouesse scientifique. Il a été réalisé en temps record pour protéger des formes graves. Sa production et sa distribution sont des succès logistiques tout aussi historiques. On n'ose pas imaginer ce qu'il en aurait été sans vaccin efficace ni réseau de distribution opérant. Quand on regarde ailleurs, on voit ce qui peut arriver dans ce type de circonstances. La Cour reconnaît par conséquent les résultats très positifs de cette campagne vaccinale, qui a atteint son objectif principal, avec toutefois des disparités à éclaircir et des résultats à renforcer qui font l'objet de nos recommandations. Premier chiffre, début septembre 2022, près de 80% de la population française avait reçu le schéma vaccinal de base, c'est 2 doses. Ce niveau dépasse celui de plusieurs grands pays comme l'Allemagne, tout en étant encore moins favorable que celui des pays d'Europe du Sud comme le Portugal ou l'Espagne. Pourquoi cet écart ? Nous pensons que c'est parce que la vaccination des enfants de moins de 12 ans, qui est restée en France optionnelle, n'a pas rencontré le même succès qu'au sud de l'Europe. C'est une question qui reste posée quand on évalue cette stratégie. Mais si on rapporte le nombre de personnes ayant reçu le schéma vaccinal initial à 2 doses à la seule population éligible à la vaccination, c'est-à-dire en prenant pour référence, encore une fois, les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus, c'est en réalité 90,6% de la population qui a reçu 2 doses de vaccin, et même un peu plus, 92%, en considérant les adultes majeurs, ceux de 18 ans et plus. Au surplus, depuis septembre 2022, au moins 90% de ces personnes majeures ont effectué le premier appel, de sorte qu'environ 83% des adultes ont reçu le schéma vaccinal considéré comme complet, c'est 2 doses et le rappel. C'est un succès. Comment l'expliquer ? Après les innovations scientifiques et logistiques, il faut maintenant noter les innovations qui ont poussé la vaccination, au premier rang desquelles le pass sanitaire, qui aurait permis, durant l'été 2021, une hausse de 13 points du taux de vaccination selon le Conseil d'analyse économique, puis le pass vaccinal. En complément, il y a eu une politique qu'on a appelée une politique d'aller vers les publics les plus éloignés, c'est-à-dire d'identification des publics prioritaires difficiles à atteindre et de rapprochement des points de vaccination, qui a permis, elle aussi, d'élargir le champ de la vaccination à des publics et des territoires qui, sinon, auraient été moins bien couverts. Et je pense que cette stratégie d'aller vers gagnerait à être mobilisée dans de nouveaux contextes de l'action publique. On sait qu'elle est désormais utilisée dans d'autres champs. Plus largement, cette campagne doit aussi beaucoup à la mutualisation des achats de vaccins par l'Union européenne, qui a prévenu des surenchères et évictions entre États membres et qui, partant, a évacué des drames humains. Là encore, la concurrence sauvage eût été
de mauvaise politique, et la mutualisation est la bonne réponse. Un autre point fort que nous tenons à saluer concerne la transparence et la disponibilité des données publiques de santé. Il y a eu là aussi une innovation importante qui a permis un suivi en temps réel de la pandémie par tous les citoyens, via notamment des applications d'initiatives privées comme Covid Tracker, qui se sont développées grâce à la mise à disposition gratuite des données épidémiologiques. Cette innovation dans la mise à disposition et le traitement des données peut être utile pour l'analyse d'autres politiques publiques à venir. Pour autant, il faut aussi savoir reconnaître des limites dans la réussite de cette campagne, qui sont pour nous principalement de deux ordres: des disparités marquées et des rappels vaccinaux en nombre insuffisant. Parmi les adultes et adolescents, en effet, les taux de vaccination sont hétérogènes en fonction des territoires et des conditions sociales. Particulièrement vulnérable, et à ce titre cible privilégiée la stratégie vaccinale, la population la plus âgée de 80 ans et plus est paradoxalement moins bien vaccinée que les autres majeurs. 89% pour le schéma initial contre 92%. Bon, ce sont des chiffres proches, mais néanmoins inférieurs. Et l'écart se creuse au fur et à mesure que l'âge s'élève. Ça traduit probablement des phénomènes d'isolement, une mobilité réduite, la difficulté de prendre un rendez-vous par Internet pour ceux qui n'y ont pas accès ou usage, ce qui justifierait une intervention accrue des infirmiers libéraux au domicile des patients, encore faut-il qu'ils soient disponibles. De même, la vaccination des personnes dont les pathologies augmentent les risques de formes sévères de Covid-19 a connu paradoxalement des lacunes, alors que ces patients font l'objet d'un suivi médical périodique. Concernant les disparités, cette fois territoriales, il faut rappeler que la vaccination est particulièrement faible dans certains départements et régions d'outre-mer, avec respectivement 39,6, 45,2, 46,3% de la population adulte pour la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique. Les disparités géographiques regroupent souvent des problématiques plus générales de défiance vis-à-vis de l'action publique, des tendances qui renforcent la raison d'être de nos travaux, d'autant que ça concerne surtout là les classes d'âge les plus jeunes. Par ailleurs, les derniers élargissements de la vaccination n'ont toujours pas ou pas encore trouvé leur public. C'est le cas, je l'ai dit, de la vaccination des enfants, mais c'est surtout celui des retards dans l'injection de la 4e dose, soit la 2e dose de rappel. En effet, le 2e rappel a été proposé le 14 mars 2022 aux personnes de 80 ans et plus. Il a été ouvert aux 60 ans et plus à compter du 7 avril, mais les taux de vaccination au 2e rappel des 60 ans et plus ne sont encore que de 41,5% au 2 janvier 2023. Dans un contexte de reprise éventuelle, ce n'est pas suffisant au regard de l'impulsion de protection, du booster, comme on dit, que procure la 2e dose de rappel contre les formes graves de Covid-19. Enfin, quel bilan de la campagne vaccinale pouvons-nous tirer pour les finances publiques ? À première vue, le coût supporté par l'assurance maladie au titre de la vaccination en France est élevé en valeur absolue. C'est tout de même 7,6 milliards d'euros cumulés entre 2020 et 2022, 0,9 milliards consacrés à la solidarité internationale, c'est-à-dire environ 85 millions de doses qui ont été livrées via le mécanisme dit COVAX et des accords bilatéraux. Mais si ces chiffres sont élevés, je pense qu'il faut tout de même relativiser fortement ce montant. D'une part, il représente environ 15% de l'ensemble des dépenses d'assurance maladie directement imputables à la crise sanitaire, soit environ 48 milliards constatés au titre de 2020 et 2021 ou prévus au titre de 2022. Mais surtout, la montée en charge de la vaccination a permis au pouvoir public de moins recourir à des mesures qui restreignent l'activité économique, très coûteuses pour les finances publiques. Je pense aux pertes de recettes et aides aux entreprises et aux ménages, afin de prévenir le risque de débordement du système de santé. Autrement dit, on a eu moins de confinement, et donc on a évité ce type de situation. L'ensemble de ces éléments, je m'achemine vers la fin de mon propos, a ainsi amené la Cour à formuler une série de recommandations. Tout d'abord, compte tenu de leur regroupement dans des lieux de vie collectifs et de leur vulnérabilité, les résidents en EHPAD doivent être un public prioritaire de toute campagne de vaccination.
Ces établissements sont nombreux et disséminés sur le territoire, nous les connaissons tous. Ils doivent faire l'objet de circuits d'approvisionnement dérogatoires pour plus d'efficacité, c'est-à-dire à la fois prioritaires et sécurisés. De même, les actions de prévention doivent être renforcées envers les patients qui souffrent de pathologies particulières. C'est vers les plus vulnérables qu'il faut d'abord se tourner. En outre, la gouvernance de gestion de crise pourrait être améliorée en prévision de nouvelles pandémies. Pour définir la politique vaccinale, vous savez que le gouvernement s'est appuyé sur la Haute Autorité de Santé, mais aussi, au motif de l'urgence, sur d'autres instances créées spécifiquement. Il faut clarifier les procédures à même de permettre à la Haute Autorité de Santé d'exercer l'ensemble de ses missions de recommandation, de conseil, d'avis relatives à la vaccination dans des contextes de grande urgence, en valorisant l'expérience à crise pendant la crise sanitaire. Il nous faut ensuite veiller à maintenir le vivier de vaccinateurs pour renforcer notre capacité d'anticipation. Un peu plus de 128 000 professionnels de santé, des étudiants en médecine, des médecins retraités ont été mobilisés dans les centres de vaccination. Ils constituent ce que j'appellerais une réserve qui pourrait être de nouveau mobilisée dans le futur. Et nous avons vu, et nous savons par expérience que nous pouvions guère et nous ne pourrons guère nous passer de ces forces vives lorsque survient l'urgence. Donc ne les perdons pas de vue et soyons capables de les mobiliser. C'est fondamental. Il nous semble aussi que la démarche d'aller vers, je l'ai mentionné, qui a fait ses preuves, que la publication de données de vaccination anonymisées et adaptées à un usage simplifié et intuitif pour l'usager pourrait être renforcée et améliorée pour diverses pathologies au-delà de la gestion de la seule crise Covid. Voilà les recommandations principales que la Cour formule à l'appui de constats objectivés afin de dresser le bilan de cette campagne vaccinale inédite, de prolonger ses succès que nous reconnaissons, de construire notre résilience future, notamment par une stratégie d'anticipation. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure générale, Mesdames, Messieurs les députés, j'espère que vous partagez ma conviction que ce rapport inédit témoigne de l'apport de la Cour au débat public, de son éclairage impartial et réactif sur les questions les plus stratégiques. Encore une fois, si je devais résumer, je dirais que l'enseignement français, c'est quelque chose qu'on constate souvent, en tout cas on l'a constaté pour la crise Covid, c'est que nous avons parfois plus de réactivité que de sens de l'anticipation, d'où parfois certains retards à l'allumage, mais qui sont largement compensés au-delà par une capacité d'adaptation très forte. Et ça fait par exemple que nous avons démarré incontestablement plus lentement que l'Allemagne après les difficultés dont on se souvient, mais que aujourd'hui nous avons une situation plus favorable que nos partenaires allemands. Mais ce n'est pas un motif pour faire un cocorico, pour pousser un cocorico. Au contraire, il faut travailler sur ce qui nous manque, sur ce en quoi nous sommes moins bons, c'est-à-dire sur l'anticipation. Sur un sujet propice, je le dis, à la désinformation, nous avons voulu mener une enquête rigoureuse, objective, pointer de manière neutre les succès, mais aussi certaines limites de la campagne vaccinale. Et en cela, nous avons voulu servir l'information du citoyen comme des pouvoirs publics, ce qui est notre rôle. Ensuite, et j'en suis particulièrement soucieux comme Premier président, nous avons voulu présenter des recommandations opérationnelles et précises qui font sens, me semble-t-il, dans ce contexte de reprise épidémique, mais aussi face à d'éventuelles prochaines crises que nous savons désormais devoir mieux anticiper, parce que nous savons une chose, nous ne savons pas quand ça se reproduira, mais nous savons que cela se reproduira, que nous sommes amenés dans nos vies à connaître à nouveau des situations de ce type. Pas forcément la même, mais sans doute comparable. Merci de votre attention et je suis à votre disposition, ainsi que l'équipe qui a conduit ce rapport, pour vos questions. Merci bien, Monsieur le Président, pour à la fois cette présentation riche et également vos recommandations. Donc, nous allons écouter les orateurs de groupe et nous commençons tout de suite avec Monsieur Jean-Carl Grelier pour le groupe Renaissance. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Premier Président, Madame la Présidente de Chambre. J'ai lu sous votre plume récemment, Monsieur le Premier Président, dans une jolie préface, que vous aspiriez à ce que la Cour des comptes devienne espiègle et originale. Vous me permettrez de faire mien ces deux adjectifs et de le retenir comme vœu pour 2023 pour la belle institution que vous présidez. Les membres de la Commission des Affaires sociales n'ignorent rien de ce qu'ont été et de ce que sont encore les difficultés de notre système de santé.
Et malgré cela, le bilan que présente votre rapport original, vous l'avez dit, montre qu'au-delà des disparités d'âge et de géographie, notre système de santé s'est montré réactif, s'est montré adaptatif et s'est montré globalement souple, permettant rapidement à notre pays d'obtenir un taux de couverture vaccinale parmi les meilleurs en Europe et en tout cas de suffisamment bon niveau pour assurer la sécurité sanitaire de nos concitoyens. J'aurais deux questions, Monsieur le Premier Président. Ma première question, elle sera rapide. J'ai lu dans votre rapport et au travers des lignes de votre rapport que peut-être à plusieurs reprises vous notiez une concurrence entre les comités ad hoc qui ont été créés à l'occasion de la crise et des institutions comme la Haute Autorité de Santé. Est-ce que vous préconiseriez que ce type de comité soit de nouveau créé si d'aventure une autre crise venait à surgir ? Et ma deuxième question, elle porte sur un point qui ne figure pas dans votre rapport, c'est le coût de fonctionnement des centres de vaccination et notamment le reste à charge pour les collectivités qui ont été désignées par les agences régionales de santé et par les préfets pour porter ces centres de vaccination. Ce sont des charges budgétaires extrêmement lourdes pour ces collectivités qui n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation à due concurrence par les services de l'État. C'est un point sur lequel peut-être une information complémentaire serait souhaitable. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le député. Madame Bénédicte Ozano pour le Rassemblement national. Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues, donc c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons pris connaissance de ce rapport qui, globalement, décerne un satisfecit à l'action gouvernementale et à celle de la Commission européenne. Vous nous permettrez de ne pas en être surpris cependant. J'aurai donc plusieurs questions. Au sujet de la mutualisation d'achat de vaccins au niveau européen, le rapport en induit un gain financier. A-t-on une estimation de ce gain ? Dans un contexte d'urgence, pensez-vous que privilégier le prix du vaccin, comme l'a fait l'UE, est la bonne stratégie au risque, comme on a pu le constater, que dans un premier temps, les livraisons se fassent à un rythme un peu plus lent. Le rapport regrette l'insuffisante prise de risque des pouvoirs publics pour accélérer le développement d'une solution vaccinale française et le manque de financement public dans ce but. Comme vous, sans doute, nous le regrettons car en matière de santé, et on le voit avec la pénurie de médicaments, plus on délocalise et plus on prend de risques. Je relève également cette phrase, page 81, une autre étude de l'adresse sur les formes sévères de la Covid-19 a montré que les risques d'hospitalisation diminuaient quand le niveau de vie augmentait. Cela nous rappelle utilement combien les premiers frappés par la ruine de notre système de santé sont les plus pauvres. Il est donc regrettable que le gouvernement ne se mobilise pas davantage pour les plus précaires. Enfin, page 90, il est fait mention des dépenses pour la vaccination en 2021 et 2022, ainsi que celles prévues au PLFSS 2023. Comment expliquez-vous que le budget vaccination soit divisé par 7,6 en 3 ans, alors que nous sommes toujours en phase épidémique ? Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Madame Karen Hérodi pour la France Insoumise NUPES. Madame la Présidente, Monsieur le Premier Président, Madame la Présidente de la 6e Chambre, Messieurs les rapporteurs, je me réjouis de ce rapport dont les recommandations sont conformes aux propositions de la France Insoumise NUPES. Vous montrez en effet que seule la planification et le renforcement des services publics permettent d'obtenir une stratégie de prévention claire et transparente et une meilleure anticipation des besoins au service des Français et des Françaises. Transparence et clarté, c'est précisément ce qui a manqué au gouvernement pendant cette crise, comme en témoigne le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales remis au gouvernement en novembre 2020 et dont les conclusions ont été publiées dans la presse ces derniers jours. Une gestion de crise chaotique teintée d'amateurisme et d'imprévoyance du gouvernement aux abois. Absence de communication entre la cellule de crise interministérielle et Santé publique France. Pilotage de crise flou et absurde. 25 organigrammes différents en 3 mois tout de même. Les conséquences, on les connaît, pénurie de masques pour les soignants et absence de tout contrôle démocratique quant aux décisions prises. Gouverner, c'est prévoir. D'Adolphe Thiers, le gouvernement a laissé la maxime mais a retenu l'autoritarisme. De cette gestion brouillonne, il existe pourtant des gagnants, les fameux cabinets de conseil. Malgré tout, le rapport de la Cour des comptes ne mentionne jamais les recours au cabinet de conseil pour le déploiement de la campagne de vaccination. Cette absence est justifiée par l'existence d'un rapport spécifique portant sur les recours par l'État au cabinet de conseil privé
et devant être livrés au premier semestre 2023. Or, la non-prise en compte du rôle spécifique de ceux-ci dans le cadre de la gestion de la crise me semble être une erreur. En effet, le ministère de la Santé avait chargé McKinsey de définir un schéma global opérationnel de vaccination, ainsi que les modalités de suivi de la campagne de vaccination et des personnes vaccinées. Ce ne sont donc pas seulement des conseils techniques, mais des arbitrages stratégiques qui ont été confiés au cabinet privé. Monsieur le Président, Madame la Présidente, pourquoi ne pas avoir analysé la place des cabinets privés dans le schéma de prise de décision en lien avec la Task Force, le ministère et la Haute Autorité de Santé? Merci bien. La parole est à Monsieur Philippe Vigier pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier Président, Madame la Présidente de Chambre. Une fois de plus, je crois que c'est un rapport de grande qualité que vous nous avez rendu, en tout cas qui permet, sur cette pandémie telle qu'elle a frappé la France, l'Europe et le monde, me semble-t-il, de nous aider dans le pilotage des crises qui, un jour ou l'autre, naturellement, ne manqueront pas à venir. Ma première question, Monsieur le Premier Président, c'est par rapport aux disparités. Est-ce que vous avez fait un travail infra? Parce que quand on regarde le département du Cantal qui a une très bonne couverture vaccinale, et vous avez la Lozère qui est à côté, qui a une très mauvaise couverture, ce serait intéressant que l'on puisse, ça revient un peu la question de Jean-Pierre Grelier, voir quel était le modèle organisationnel le plus efficient. Parce qu'on voit, par exemple, dans mon propre département de l'Eure-et-Loire, l'organisation vaccinale n'était pas la même à un endroit et à un autre du département. Les collectivités étaient en point à un certain endroit, et au second endroit, c'était l'hôpital, donc une structure complètement publique. Et donc, ce serait intéressant de voir justement dans cette modélisation, au-delà des disparités avec les très grandes villes des métropoles, nous avons vu des habitants de métropole venir dans les territoires ruraux chez nous. Ma deuxième question, c'est par rapport à la population. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'environ 41% de la population de plus de 60 ans a eu ce second rappel. Est-ce qu'il y a des préconisations particulières de la Cour pour faire en sorte qu'on tire conséquence de ce qui s'est passé quand on voit, par exemple, cette pandémie de grippe et malheureusement avec la bronchiolite, on voit les conséquences hospitalières. Donc, comment pourrait-on, pour les prochaines crises qui arriveront, les prochaines pandémies qui arriveront, être encore plus efficient, sachant que, vous avez dit tout à l'heure, on était très réactifs et on voit comment l'assurance maladie a été en capacité, me semble-t-il, à un moment ou à un autre, d'aller beaucoup plus vite qu'on en avait l'habitude. Et la troisième question, c'est par rapport au vivier de vaccinateurs. On a vu qu'on a eu la notion de délégation de tâches s'est épanouie en quelques secondes, ce qui était impossible en 20 ans, l'est devenu en quelques jours. Est-ce qu'on ne croyez pas, cher Monsieur le Président, qu'on pourrait en tirer conséquence, me semble-t-il, pour la suite? Et ça rappelle ma question précédente, puisque malheureusement, si on revient à la grippe, eh bien, c'est encore les mêmes, les médecins et les pharmaciens qui vaccinent, mais les autres sont oubliés. Merci bien, Monsieur le député. Monsieur Jérôme Guedj pour le groupe socialiste et apparenté NUPES. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier Président. C'est un rapport qui est passionnant et dont la lecture est utile à bien des égards. Alors moi, j'y ai vu des choses documentées, notamment sur quelques-uns des dysfonctionnements que je mets de côté, bien évidemment, les choses positives et on va s'arrêter sur les choses qui fonctionnent moins bien. 3 points sur la politique d'achat. On a vu l'État fédéral américain qui a investi dans des laboratoires et qui a assumé de préfinancer les acquisitions futures des nouveaux vaccins. On se retrouve avec l'Union européenne qui, elle, n'a fait qu'adopter une stratégie par précommande en versant une avance pour préempter des achats futurs. On a pu voir les difficultés de l'absence de cette homogénéisation. Mon collègue a mentionné les remarques que vous faites fort justement sur la multiplicité des organismes de pilotage. Il y a un autre élément entre le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, le Conseil scientifique et la Haute Autorité de Santé. Il y a un autre petit tacle que vous faites, c'est une petite défiance sur l'appareil administratif. C'est-à-dire qu'au moment de l'organisation de la campagne de vaccination, il a fallu que se mette en place cette task force vaccinale. Et les administrations centrales, DGS, DGOS, les autres opérateurs de la santé ont pu se sentir un petit peu écartés. J'ai 2 questions dans les 30 secondes qui me restent. La première, vous plaidez pour le aller vers, et vous avez absolument raison. Il y a un acteur qui n'est pas très mentionné, qui sont les centres communaux d'action sociale, dans le repérage des personnes fragiles, des personnes isolées. Je pense qu'il faut qu'on le mette au cœur aujourd'hui de ces politiques d'aller vers. On a vu que les maires ont été très agiles dans la gestion de la crise, dans la mise en place des vaccinodromes, et ça me paraît essentiel. Et 10 secondes pour un sujet qui fait un petit pas de côté. La dernière fois que la Cour des comptes a parlé de vaccination, c'était dans son rapport annuel de 2018, où elle faisait une proposition que j'aimerais qu'on remette sur la table,
qui était de rétablir l'obligation vaccinale pour les soignants sur la grippe. Voilà. Une loi de 2005, puis une loi de 2016 l'ont prévu. Les décrets ont été pris et suspendus. Je pense qu'on aurait échappé à bien des déboires de ce qu'on vit aujourd'hui dans le rapport à l'obligation vaccinale si cette disposition avait été mise en œuvre et si la recommandation de 2018 de la Cour des comptes avait été suivie. Voilà. Monsieur Guedj, vous êtes le champion du dépassement, je vous le dis. Alors, monsieur Frédéric Valtou pour le groupe Horizon et Apparentés. J'ai quand même 2 minutes, il m'a pas pris mon... Bon. Monsieur le Premier Président, Madame la Présidente de Chambre, oui, il y a beaucoup de sujets qui mériteraient effectivement d'être débattus et beaucoup de questions ont été posées. Moi, je voudrais me concentrer sur la dimension européenne de la stratégie de vaccination, puisque, comme vous le soulignez, donc, cette mutualisation des achats a finalement été un atout déterminant dans la campagne de vaccination qui a été menée dans notre pays. Pour valoriser cette approche, évidemment, la France a joué un rôle premier pour pousser l'ensemble des pays à bâtir ensemble cette stratégie. On se souvient notamment du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité, au terme duquel le président de la République, effectivement, avait mis en avant. Aussi, pour les futures pandémies que vous évoquiez, la nécessité de poursuivre cette réflexion autour d'une stratégie commune européenne. Il nous fallait une réponse effectivement qui soit à ce niveau-là, parce qu'elle était juste et solidaire, juste parce qu'il serait effectivement intolérable que sur notre continent, tout le monde n'ait pas les mêmes conditions d'accès aux vaccins et aux traitements, et solidaire parce qu'évidemment, le virus ne connaît pas de frontières et que les stratégies nationales seraient totalement vaines. Néanmoins, avec le recul, n'y a-t-il pas souligné une certaine impréparation visible pour l'Union européenne, que l'on peut comprendre si l'on considère que par rapport à d'autres continents, je pense notamment au continent asiatique, notre continent a été moins frappé par le passé que par des pandémies. Et ma question serait assez simple. Comment vous verriez l'affirmation et la définition d'une stratégie résolument européenne en matière de lutte contre les futures pandémies? Comment arriver à, vous qui connaissez aussi les arcanes de l'Europe, arriver à faire effectivement prendre conscience à l'ensemble des pays que ça devient une urgence d'anticiper aussi à 27. Merci beaucoup. Merci bien. La parole est à Madame Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste NUPES. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier Président, Monsieur le rapporteur. Ce rapport a le mérite de venir objectiver les choses sur la stratégie vaccinale de lutte contre le Covid-19 déployée par la France et sur lesquelles de nombreux débats ont eu lieu. Le rapport souligne notamment l'adhésion d'une part importante de la population au schéma vaccinal initial déployé entre décembre 2021 et septembre 2022. Les chiffres parlent de 79% de la population française, soit 90,6% de la population éligible à la vaccination, vous l'avez dit. Toutefois, ces chiffres ne doivent pas cacher l'intensité de rejet de la minorité opposée à la vaccination, avec toutes les questions que posent les stratégies de gestion et d'exclusion de la sphère publique de ces populations et de leurs conséquences en termes de cohésion sociale. On pense notamment à l'épineuse question du personnel soignant non vacciné et pourtant majoritairement mobilisé au plus fort de la pandémie. Figé dans une espèce de vide juridique pesant sur le pouvoir de vivre, ce personnel n'a toujours pas été réintégré et cela alors même que nous manquons cruellement de personnel. Le rapport souligne également la moindre vaccination des 80 ans et plus, alors même que cette population, particulièrement vulnérable, était la cible privilégiée de la stratégie vaccinale. Si la communication gouvernementale a largement ciblé, parfois en culpabilisant, les populations jeunes sur leurs responsabilités vis-à-vis de la progression de l'épidémie, nous notons là un échec assez important sur l'accessibilité des seniors à la vaccination. Quelles sont les pistes à mettre en place pour progresser sur cette accessibilité ? Dans la continuité de cette observation, la modestie des chiffres des derniers élargissements de la vaccination pour les 60 ans et plus sur le modèle de la vaccination de la grippe. Enfin, nous partageons la nécessité, remontée dans le rapport, de clarifier les procédures à même de permettre à la HAS d'exercer l'ensemble de ses missions relatives à la vaccination dans des contextes de grande urgence, en s'appuyant sur l'expérience acquise durant la crise du Covid-19 et en travaillant à en améliorer la dimension démocratique.
Je conclurai cette intervention par plusieurs questions corrélées à la présentation de ce rapport sur la vaccination. Comment expliquez-vous le mauvais fonctionnement de la campagne de vaccination dans les Outre-mer? Pourquoi ne pas avoir, dès le début de la campagne de vaccination, mobilisé l'ensemble des forces médicales et paramédicales? L'approvisionnement en vaccins aurait-il été mieux garanti si les laboratoires français avaient pu développer leurs propres vaccins? Et enfin, pourquoi s'être tant appuyé sur Doctolib, une entreprise privée? Voilà. Après un champion, j'ai une championne. Donc, au moins, la parité est sauve. Monsieur le Président souhaite répondre déjà à cette première salve. Donc, je passe tout de suite la parole à Monsieur le Président. Je plaide en effet pour une Cour des comptes qui soit originale et expiègle. Le rapport est sans doute original et inédit, et pas forcément totalement expiègle, car le sujet s'y prête assez mal. Pour essayer de répondre à un certain nombre de vos questions, bon, d'abord, sur la question d'Anne Rousseau vous rejoint là, sur les différents comités qui ont été créés. Je crois que derrière tout ça, il y a une problématique générale à laquelle nous devons réfléchir, qui est celle des relations entre la science et la décision politique. Autant il n'est pas tolérable que les scientifiques dirigent à la place des politiques, autant une bonne décision politique ne peut pas être prise, surtout dans de tels domaines, sans s'appuyer sur des connaissances scientifiques solides. Ce qui fait que nous nous sommes trouvés, il faut quand même rappeler que c'est une crise inédite et qu'on a avancé chemin faisant par rapport à des défis que personne n'avait jamais affrontés auparavant, à la fois avec des institutions qui existaient déjà, la Autorité de santé, avec d'autres qu'on a créées, le Conseil scientifique, succédé maintenant par le COVARS. Et de ce point de vue-là, nous ne préconisons pas la création de nouveaux comités. Nous pensons qu'il faut d'abord faire jouer son rôle au COVARS nouvellement créé, et puis renforcer le rôle de la Haute Autorité de Santé, qui est quand même le pilier central de ces relations science et politique, et qui doit pouvoir exercer la totalité de ses prérogatives. Nous n'avons pas regardé de près les restes à charge pour les collectivités locales, et je signalerai au passage, monsieur le député, que ça n'a pas non plus été mesuré par le ministère. Ce que nous savons, c'est que le coût de fonctionnement des centres a été mesuré, lui, à quelques 400 millions d'euros. Voilà la donnée solide dont nous disposons. Madame la députée Ozano, le rapport de la Cour ne vise pas à donner un satisfecit à telle ou telle instance politique. J'espère que votre intervention ne visait pas non plus à refuser un tel satisfecit. Ce que nous devons mesurer, c'est ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et au final, quel a été le résultat de cette campagne qui était quand même dans l'intérêt commun. De ce point de vue-là, je veux quand même revenir sur une question qui a été posée aussi par M. Baltou sur la mutualisation. Je vais sortir un petit peu du rapport parce que tout n'est pas dedans. Ce qui apparaît clairement dans le rapport, c'est que la mutualisation par l'Union européenne a permis d'éviter ce qui eût été un dégât considérable, c'est la concurrence entre les différents États pour l'achat des vaccins. Ça aurait été totalement destructeur, à la fois en termes de coûts, de prix, et aussi en termes de couverture de notre Union. Et globalement, je souligne que la France a plutôt une performance au-dessus de la moyenne, mais l'Union européenne a une performance supérieure, très supérieure à d'autres parties du monde. Et ça se traduit par une moindre perte d'espérance de vie. De ce point de vue-là, on peut avoir plusieurs attitudes. Madame la députée, monsieur le député, considérer qu'il y a trop d'Europe ou qu'il n'y en a pas assez. Et c'est là où je vais peut-être un petit peu sortir de mon rôle, faire appel à d'autres expériences. C'est vrai que c'est la Commission européenne, avec l'appui des États, qui a lancé la mutualisation. Je pense que ça a été plutôt une bonne chose. En revanche, il est exact que nous n'avons pas eu en Europe de politique comparable à l'opération Warp Speed, qui a permis aux États-Unis de déployer très vite des vaccins. Et notamment qu'en France, nous n'avons pas eu de vaccin français, ce qui est quand même quelque chose qui doit interpeller pour le pays de Pasteur. Je pense que ça implique plutôt de créer une véritable politique de santé européenne, mais encore une fois, là, pour le coup, ça n'engage que moi, plutôt que de la refuser. Et par ailleurs, ça pose aussi des questions françaises qui ne sont pas directement liées à la stratégie de vaccination, mais plutôt au fonctionnement de notre politique d'innovation et de recherche. Là-dessus, la Cour des comptes a produit d'autres rapports. Et nous avons eu l'occasion de dire que malheureusement, l'absence de vaccin français n'était pas un hasard total. On aurait pu, par chance, avoir un vaccin français plus tôt.
Mais l'insuffisance des crédits en matière de recherche et innovation et puis la dispersion des financements n'est pas de bonne politique publique. Et c'est dommage quand même que notre pays soit le seul de tous les grands pays occidentaux qui n'ait pas été capable de déployer de vaccins. Et ça, on doit en tirer des conséquences, pas sur une campagne de vaccination, mais sur plutôt l'organisation de notre système d'innovation et de recherche. S'il faut investir dans quelque chose dans ce pays, c'est entre autres là, je le crois. Madame la députée, vous avez aussi posé une autre question, qui est celle de la division du budget vaccination par 7, alors que la pandémie continue. Il y a là la possibilité d'une sous-estimation que pour 2023, que la Cour des comptes a eu l'occasion de souligner, même de critiquer, lors de l'examen du PLFSS, et que le Haut Conseil des finances publiques, que je préside également, a noté. C'est un des facteurs qui pourrait expliquer un certain nombre de dépassements en matière de finances publiques que nous avons souligné. Bon, actuellement, les choses marchent plutôt bien dans la mesure où la crise, pour l'instant, un peu sous le boisseau, ou fonctionne à bas bruit. Mais s'il advenait qu'un nouveau variant arrive, nous estimons qu'en effet, il était plus prudent de budgéter davantage. Même si il y a un autre facteur qui joue dans l'autre sens, qui est qu'il reste des stocks de vaccins de 2022. Bon, c'est quand même une affaire à suivre de façon, je crois, très très sérieuse. Pour ce qui est des cabinets de conseil, je réponds à Madame la députée Rodi, on a fait sur d'autres rapports des explorations sur ce que les cabinets de conseil avaient pu faire ou ne pas faire. Mais il est exact que je vous invite à un tout petit peu de patience. J'ai lancé, après mon arrivée à la présidence de la Cour des comptes, une initiative qui était une plateforme citoyenne qui a permis de recueillir un certain nombre de propositions de citoyens. 6 ont été lancés, 6 rapports d'initiative citoyenne, dont un rapport d'ensemble sur les recours au cabinet de conseil privé dans l'administration, y compris, bien sûr, en matière de santé. Et ce rapport devrait être disponible, Madame la Présidente, je pense, vers la fin du premier semestre. En tout cas, c'est le timing que nous nous sommes fixés. Et j'aurai l'occasion à ce moment-là de revenir devant vous. Je rappelle que c'est la Cour des comptes qui avait la première, c'était en 2014, je crois, levé ce lièvre, que depuis, les dépenses ont été multipliées par un facteur presque 10, et que nous avons souhaité y revenir maintenant pour, là aussi, apporter un regard aussi objectif et impartial que possible sur une question qui est à la fois passionnelle, mais très importante tout de même. Et donc, voilà, nous reviendrons vous dire tout ça. Le moment venu, nous n'avons pas eu l'intention de cacher quoi que ce soit, mais bel et bien de faire en sorte d'avoir une approche qui soit globale. Monsieur Vigier, vous avez parlé comme moi de créativité ou de la réactivité, c'est presque le même mot. Sur les prochaines pandémies, je pense qu'en effet, il faut tirer des leçons. Délégation de tâches des médecins vers d'autres professionnels de santé, c'est indispensable. Et stratégie d'aller vers, notamment vers les personnes âgées à domicile. Je le disais dans mon introduction, ce sont assurément les personnes les plus vulnérables qui doivent être d'abord prises en compte. Et je citais les plus âgés, les EHPAD, et ceux qui sont dotés de pathologies qui sont handicapantes. Et donc, ça suppose quand même qu'on ait une stratégie de prévention en matière de santé qui soit extrêmement forte. Je pense aussi que, comme vous, qu'en matière de délégation des tâches, il faut convaincre les médecins de ville d'accepter que d'autres professions, les pharmaciens, les infirmiers, vaccinent ou puissent même exécuter dans ce type de circonstances certains actes médicaux. On sait d'où vient le blocage. Je ne veux pas ouvrir de polémique ici, donc je ne vais pas nommer les suspects habituels, comme on dit. Monsieur le député Gage, vous avez noté l'importance des CCAS dans les politiques d'aller vers. C'est vrai, je pense comme vous qu'ils doivent être davantage sollicités. Vous m'avez interpellé sur l'obligation vaccinale pour les soignants. C'est ce que la Cour a préconisé, non pas dans ce rapport, mais dans d'autres par le passé. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais je pense comme vous que ces recommandations doivent être mises en œuvre. Mais c'est davantage votre rôle comme législateur et le rôle du gouvernement que celui de la Cour. Je crois aussi avoir répondu au passage aux questions de Madame Rousseau, à la fois sur
la vaccination et sur la HAS. Mais sur l'outre-mer, c'est vrai qu'il y a une question en soi. J'ai évoqué un facteur global que nous connaissons, c'est-à-dire la perte de confiance dans l'action publique, notamment chez les plus jeunes dans les outre-mer. Mais c'est un rapport en soi que nous n'avons pas traité sur le vaccin français. Je redis sans doute mes regrets, mais le vaccin finalement développé par Sanofi GSK a bénéficié d'une récente autorisation de mise sur le marché en novembre 2022. Il a uniquement été approuvé pour une vaccination de rappel des adultes de 18 ans et plus, avec, selon l'EMA, une efficacité comparable au vaccin de Pfizer pour restaurer la protection contre le virus. Le passage de commande doit prendre en compte l'intérêt scientifique de ce vaccin, mais aussi les prévisions de stock de vaccins telles qu'elles résultent des commandes déjà passées à d'autres fournisseurs. Sur Doctolib, ça a été un instrument de gestion des rendez-vous, pris ou annulés, pour gérer au plus près les allocations de doses. Je ne veux pas avoir là-dessus d'approche idéologique ni dans un sens ni dans un autre. Le service public a quand même joué le rôle tout à fait déterminant dans le pilotage de cette affaire, mais le secteur privé a parfois joué un rôle positif, par exemple en matière de données. Nous n'avons pas insisté sur Doctolib, mais nous parlons ailleurs, je l'ai dit, de Covid Tracker, qui a été développé par le privé à partir de données publiques, et qui a joué un rôle essentiel dans le suivi de la pandémie. Et bref, ce qui compte, c'est l'articulation publique-privée quand il y a une initiative privée. Mais c'est vrai que nous n'avons pas insisté spécifiquement sur ce sujet dans le rapport. Merci bien, Monsieur le Président. Donc, nous allons commencer la deuxième salve de questions. Et je passe tout de suite la parole à Madame Nicole Dubré-Chirat. Merci, Madame. Je vous donne... Pour ce rapport sur la vaccination contre le Covid, bien documenté, comme vous l'avez souligné, stratégique à divers titres, qui va nous permettre d'avoir une vision globale des enseignements à tirer de la situation passée et des évolutions apportées à notre système de santé. Cette période que nous avons collectivement surmontée, et je l'espère derrière nous, mais compte tenu de la situation au plan international, je pense notamment à l'explosion des contaminations en Chine, je m'interroge s'il ne faut pas approvisionner les zones de reprise épidémique en vaccins anti-Covid adaptés aux variants. L'Union européenne a tendu la main vers les autorités chinoises. Devons-nous aller plus loin pour envisager des dons vers ces zones géographiques? Parmi vos recommandations, celles relatives aux opérations d'aller vers les populations non vaccinées ou éloignées de la prévention ou du soin sont essentielles. Comment mieux organiser cet aller vers et mieux anticiper l'identification pour mobiliser les vaccinateurs? Ces vaccinateurs dont la diversité a été importante, le coût conséquent, l'efficacité mesurée, mais sont peu allés vers, et on a eu du mal à aller chercher les libéraux, notamment les infirmières libérales, pour aller au plus près des patients. Votre rapport mentionne ensuite une faible vaccination des enfants, pourtant ouverte depuis décembre 2021. Moins de 5% des 5-11 ans ont reçu un schéma complet. Le rapport titre l'échec de vaccination des enfants et reste une singularité par rapport à nos voisins, avec des taux élevés en Espagne, au Portugal, de l'ordre de la moitié et d'un tiers pour l'Italie ou encore la Belgique. Quels sont les facteurs qui expliquent ce taux particulièrement bas? Enfin, vous n'abordez pas le problème des stocks de vaccins. La Cour des comptes explore-t-elle la question des stocks actuels de vaccins non utilisés, dont la durée de validation est limitée dans le temps, et sur la manière dont ils sont écoulés? Envisage-t-on de faire des dons, de faire des ventes à prix modéré à d'autres pays? Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Madame Servan-Hugues. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, Madame la Présidente de Chambre, ma question portera sur les difficultés persistantes à vacciner certaines personnes. Votre rapport met en lumière une plus faible vaccination des personnes âgées de plus de 80 ans, mais également des enfants de 5 à 11 ans, ainsi que des disparités entre les territoires. Notamment, j'ai vu, je crois, les Hautes-Alpes qui sont à autour de 30% sur votre carte. C'est vrai que j'aimerais bien qu'on ait des explications sur ce faible taux. Pour les personnes âgées, vous rappelez à juste titre que ce taux bas de vaccination est lié à leur isolement, mais également à leur mobilité pénible, voire impossible parfois. Il y a des difficultés à prendre rendez-vous en ligne. Je m'interroge sur la situation des personnes en situation de handicap qui, elles aussi, connaissent des entraves à leur mobilité. Effectivement, elles ne sont pas toutes prises en charge par les services médico-sociaux. Pour celles qui vivent à leur domicile, la vaccination peut-elle
peut être alors une véritable épreuve. Avez-vous des données sur l'accès de ces personnes particulièrement vulnérables à la vaccination? Et pour finir, parmi les recommandations du rapport, vous mentionnez celle du vivier de vaccinateurs à mobiliser afin de cibler les interventions selon les populations à atteindre. Préconiseriez-vous une spécificité pour la vaccination des personnes souffrant de troubles du comportement pour qui la vaccination est très complexe? Je vous remercie. Merci bien. Madame Michèle Perron. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes et Madame la Présidente de Chambre, je souhaitais revenir plus en détail sur la disparité territoriale, une nouvelle fois, de la vaccination contre la Covid-19. Dans votre rapport, vous soulignez que la disparité territoriale augmente, plus la tranche d'âge diminue. En effet, bien que nous puissions nous enorgueillir d'une campagne de vaccination nationale plutôt réussie, il apparaît néanmoins nécessaire de corriger cet aspect en cas d'une nouvelle épidémie d'ampleur, évidemment, que je ne souhaite pas. La prévention. Hein. La disparité territoriale s'intensifie également particulièrement dans les départements et régions d'outre-mer, où dans certains de ces territoires, le taux de personnes vaccinées est très très faible, 40%, exemple pour la Guyane. Plusieurs pistes sont avancées. Les paliers d'autorisation successives en fonction de l'âge et des situations de comorbidité pourraient être en cause. En effet, ces temps d'attente parfois longs et inquiétants ont pu entraîner une forme de lassitude. Par ailleurs, nous voyons qu'actuellement, alors même que la nouvelle dose de rappel est ouverte à tous, peu de personnes se rendent à la vaccination. Donc, 2 questions, Monsieur le Premier Président. Jugez-vous opportun de mettre fin à ces paliers et ouvrir directement les vaccins à toute la population pour de prochaines campagnes de vaccination? Et comment expliquer cette disparité accrue dans les départements et territoires d'outre-mer? Merci. Merci bien. La parole est à Monsieur Cyril Isaac-Sibille. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, Madame la Présidente. Tout d'abord, merci pour la présentation et la qualité du rapport de la Cour des comptes relative à la vaccination contre le Covid-19. Ma question portera sur les données de santé. C'est grâce à leur collecte, leur traitement, leur usage, et ceci à titre dérogatoire. Elles se sont révélées indispensables et vous dites vous-même que les analyses quantitatives que la Cour a pu développer sur le sujet ont été facilitées par l'accessibilité de ces données. La crise sanitaire a été riche en enseignements et nous savons désormais que la centralisation et l'analyse des données de santé nous permettent de mieux observer et améliorer nos systèmes de santé. Celles-ci ont permis d'assurer la surveillance épidémiologique durant la crise, de déployer la campagne de vaccination avec une belle envergure et des actions pour aller vers les publics les plus éloignés de la prévention et du soin. Mais aussi donc de dresser dans ce rapport les résultats de cette politique publique et tout ceci dans un temps restreint. En France, nous sommes particulièrement en retard sur ces questions. J'ai pu récemment constater qu'au Danemark, grâce à une collecte de données de très haute qualité, ils sont en capacité de dresser l'espérance de vie ou le taux d'obésité des habitants par quartier, ce qui leur permet de la mise en œuvre d'actions ciblées et au plus proche du citoyen. Je partage vos recommandations portant sur la nécessité de renforcer l'accessibilité et la transparence de ces données, et je pense que pour leur analyse et usage, nous pourrions aller encore plus loin au bénéfice de notre système de santé, des approches diagnostiques et thérapeutiques pour nos concitoyens, pour les actions de prévention et pour la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Mes questions sont donc les suivantes. Jusqu'où peut-on aller dans l'utilisation des données de santé publique? Par exemple, l'analyse par quartier, comme ça puisse faire pour la crise Covid, et une approche populationnelle de la santé, grâce à ces données, est-elle possible en France? Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Monique Iborra. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Premier Président, et Madame, sur ce retour sur une campagne inédite qui était celle de l'épidémie Covid, de laquelle on commence peut-être à sortir. Simplement, moi je voudrais vous poser 2 questions. Le début de la vaccination, le tout début de la vaccination a mis en lumière des dysfonctionnements que l'on peut attribuer à la difficulté qu'a le médico-social et le médical à travailler ensemble. Est-ce que dans votre rapport, cet élément est intervenu? D'autre part, la deuxième, au-delà de la disparité nord-est-sud-ouest que vous avez mentionnée, en Occitanie,
un travail universitaire a mis en évidence une disparité forte et nette quant au nombre de personnes vaccinées entre l'urbain et le rural. Avez-vous fait cette même constatation? Merci. Merci bien. La parole est à Madame Prisca Thévenot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, Madame la Présidente de Chambre, permettez-moi tout d'abord de saluer la grande qualité du rapport que vous nous présentez aujourd'hui. Malgré la réussite d'ensemble qui est notifiée dans ce rapport, la Cour constate toutefois que la campagne de vaccination a connu effectivement des disparités sociales, des disparités en termes d'âge et des disparités géographiques. Sur ce point particulier des disparités, justement, je tiens à apporter votre attention sur des alertes que m'ont relayées des spécialistes périnataux sur le retard qui avait été pris sur la vaccination des femmes enceintes. D'ailleurs, lors du traitement de l'épidémie de la variole du singe, ces mêmes spécialistes demandaient à ce que les femmes enceintes soient traitées comme des publics prioritaires. Nous devons, vous l'avez signalé, tirer tous les enseignements de cette campagne de vaccination qui a eu lieu dans le cadre de la Covid. Donc face à ce constat, quelles sont les recommandations que vous pouvez formuler pour ce type de population qui sont en général parmi les populations les plus prioritaires? Merci. Merci bien. La parole est à Monsieur Éric Alauzet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, merci pour ce travail. La partie informative déjà est utile, donc merci de refaire l'histoire. Je ne suis pas espiègle quand je dis ça, vous la refaites au sens littéral du terme. C'est vrai qu'on a d'abord vacciné uniquement dans les centres parce qu'on avait des problèmes de frigo, de chaîne du froid. Enfin, c'est utile de se rappeler tout ça. Parce qu'après, on a tendance à la refaire, pour le coup, au sens usuel du terme, de façon un peu à sa façon. J'ai deux questions. La première concernant les limites et la deuxième concernant les difficultés au démarrage. Concernant les limites, vous ciblez notamment deux cibles, celui des personnes âgées, liées au vieillissement, isolement, accès à Internet, etc., et celui du rappel, la difficulté à avoir fait notamment le 4e rappel. Est-ce que vous ne pensez pas, au-delà des explications que vous donnez, notamment l'isolement, l'Internet pour les personnes âgées, qu'il y a quand même progressivement une forme de lassitude, d'accoutumance, de « oh, je suis assez vieux comme ça, j'en ai fait déjà assez, c'est bien, j'en ai déjà fait 2, puis 3, 4, non, ça suffit, j'arrête ». Et d'ailleurs, on l'a vu avec le vaccin de la grippe cette année, où il y a eu une déficience importante chez cette même population. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cet effet aussi un peu de ras-le-bol, quoi, hein, voilà. Et d'ailleurs, on a regardé à la faveur de ce qui se passait avec l'épidémie en Chine ces temps-ci, la vaccination en Chine, j'ai observé, chez les personnes âgées, ça a aussi complètement chuté. Voilà. Donc, il y a sans doute un problème d'échappement dû à l'usure. Mon deuxième point concerne la difficulté de démarrage. Alors, est-ce que c'est une difficulté d'anticipation? Moi, je me souviens quand même, en décembre 2021, de l'état d'esprit dans notre pays. Il y avait un tas de désinformation, notamment portée par les extrêmes dans notre pays, avec le complotisme qu'on entend, qui a amené les Français à une certaine méfiance. Et après, on s'est rattrapé quand la confiance est revenue. Donc, je pense que dans le retard à l'allumage, ce n'est pas qu'un défaut d'anticipation, c'est aussi en fonction de l'adhésion de la population. Et je voulais questionner aussi sur ce point-là. Merci bien, Monsieur le député. Monsieur Jean-François Rousset. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, Madame la Présidente, j'aimerais aborder la question de l'approvisionnement des EHPAD en produits de santé affectés par les situations de crise et de pénurie. Le caractère spécifique de ces établissements constitue un lieu de vie collectif avec une population âgée, nécessite de s'assurer d'un approvisionnement efficace et rapide, d'autant plus en période de crise sanitaire. Dans votre rapport, vous exposez les différents flux qui ont été mobilisés pour distribuer les vaccins au sein de ces établissements lors de l'épidémie de la Covid-19. Je comprends de cela qu'un mode d'approvisionnement particulier a été mis en place pour les EHPAD non rattachés à des établissements de santé qui n'avaient pas de pharmacie à usage intérieur. Ces établissements étaient donc obligés de s'approvisionner par des pharmacies d'officine. Si la mise en œuvre originale de ce type de flux, qui n'avait apparemment pas été mis en pratique, a malgré tout fonctionné, vous identifiez des difficultés d'approvisionnement par les pharmacies d'officine. Ces difficultés ne traduisent pas un manque d'outils de localisation, se traduisent par un manque d'outils de localisation de ces officines et un manque d'informations sur ces pharmacies. Je souhaiterais donc vous demander quelles pistes d'amélioration et d'anticipation à la mise en œuvre de ces flux vous envisagez à la suite de ce constat afin d'assurer
la mise en œuvre adaptée et effective de ces flux dérogatoires, les outils qui pourraient permettre le recueil en amont des informations nécessaires à la mise en œuvre de ces flux. Je vous remercie. Merci bien. Et la parole est à Madame Rachel Keke. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, Madame la Présidente de la 6e Chambre, nous avons en France, en 2022, de moins en moins de professionnels de santé qui sont aptes à vacciner la population. Le manque de moyens est assez visible. Les métiers essentiels pour le bon fonctionnement de nos centres de santé sont de plus en plus en difficulté. J'aimerais donc savoir comment prévoyez-vous faire face à une prochaine épidémie? Pensez-vous que les moyens débloqués par l'État sont suffisants pour faire face à une nouvelle crise? Je vous remercie. Merci bien. Eh bien, voilà, après cette deuxième salle de questions, Monsieur le Premier vice-président, je vous passe la parole pour des éléments de réponse. Merci. Je vais répondre globalement à ces questions. D'abord en disant qu'il faut se garder, je veux dire à M. Alauzet, puis à Mme Dubrechière également, de rappeler que c'est facile de relire une crise inédite qui nous a tous pétrifiés, qui nous a plongés dans un état de sidération, qui nous a mis dans une situation digne de la science-fiction. Enfin, quand même, le mois de mars 2020 restera dans nos mémoires comme quelque chose d'insensé. Et de relire cette période avec les lunettes d'aujourd'hui, qui sont finalement quand même plus rassurantes, puisque nous avons justement fait tous ces progrès. Il n'est pas normal, au fond, qu'il y ait quand même eu une période de tâtonnement, qu'il y ait eu des échecs, qu'on ait eu des dysfonctionnements. Ce qui n'est pas bon, c'est qu'il y ait un déficit d'anticipation. Et je pense que pour le futur, il faut vraiment tirer les leçons de ce qui s'est passé, y compris à ce moment-là, être capable de mieux anticiper. Puis, pas non plus d'excès d'optimisme. Non, on ne peut pas dire du tout que la crise est derrière nous. C'est totalement faux. Il y a toute une série d'incertitudes qui peuvent exister. Même si les scientifiques sont plutôt rassurants, il faut suivre quand même ce qui se passe en Chine, l'émergence de nouveaux variants qui peuvent perturber l'immunité quand même assez largement acquise dans la population française apparemment, grâce à la vaccination, n'est pas quelque chose d'impossible. Donc il faut à la fois se garder d'une lecture exagérément sévère du passé, mais aussi un excès d'optimisme pour le futur. Ces remarques générales étant faites, quelques réponses au passage. Comment faire plus d'aller vers? Je pense là que la CNAM s'est fortement mobilisée, qu'elle a acquis un savoir-faire qu'il faudra savoir utiliser et réutiliser à l'avenir. Pour ce qui est de la vaccination des enfants et de la raison pour laquelle ça n'a pas pris en France, il y a plusieurs raisons qui peuvent être mises en avant. D'abord, l'élargissement de la vaccination aux enfants a été fait longtemps après le reste de la population, renforçant un sentiment que la vaccination était moins urgente ou importante pour les enfants. L'argumentation selon laquelle la vaccination réduisait la contamination aurait pu jouer, mais il a été fragilisé d'une certaine façon par Omicron, qui est contagieux même pour les personnes vaccinées, donc aussi pour les enfants. La communication scientifique n'a pas été aussi tranchée et forte sur la vaccination des enfants qu'elle avait été sur d'autres cibles vaccinales. La période d'éligibilité enfants à partir de début 22 n'a pas été propice. C'était le moment où il y avait la levée régulière de mesures restrictives jusqu'à l'annonce début mars 22 de la fin du pass vaccinal. Enfin, il y a sans doute un facteur culturel que nous avons pu les uns et les autres éprouver quand nous sommes parents d'enfants jeunes. C'est pas mon cas. Qui est que la communication au début de crise Covid indiquant que les enfants étaient peu concernés par la Covid-19 n'a pas contribué à faire vacciner leurs enfants par les parents. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur beaucoup de vaccins, en réalité. Alors, là aussi, il y a la question de la vaccination obligatoire. Voilà quelques facteurs d'explication qu'on a pu mettre en avant. Sur l'aller vers, je pense qu'il faut aussi mieux l'organiser. Pendant la crise, il y a eu la diffusion de listes de l'assurance maladie aux médecins sur des pathologies qui ont permis les contacts avec les patients. Je pense que la place des infirmiers est fortement à renforcer. Sur les stocks de vaccins, il est trop tôt pour porter une appréciation sur leur niveau.
c'est un sujet que la Cour sera amenée sans doute à examiner dans le futur, dans 1 à 2 ans maximum. Pour ce qui est des accès des personnes vulnérables à la vaccination, pensons à la mise en place de plateformes téléphoniques, à l'intervention sur place des infirmiers, en direction, encore une fois, des personnes âgées ou à mobilité réduite. Je pense en effet que la remarque qui était faite sur les handicapés est une remarque qui mériterait d'être creusée. Nous n'avons pas instruit, je dois le reconnaître, la question de la vaccination pour les personnes à troubles davantage psychologiques, mais là aussi, je pense que c'est une remarque tout à fait intéressante qui est également à creuser. Pour ce qui est des dysfonctionnements entre le personnel médical et paramédical, c'est exact. C'est la raison pour laquelle j'ai répondu précédemment sur la nécessité d'une délégation d'actes qui soit élargie pour éviter ces zones de conflit. Nous n'avons pas constaté, Madame la députée Iborra, dans notre enquête en tout cas, de disparités majeures entre l'urbain et le rural dans l'accès à la vaccination. Donc il y a peut-être eu ici ou là des situations locales de cette nature, mais on ne peut pas faire un jugement global de cette nature, pas davantage d'ailleurs sur la mortalité. Non, c'est pas quelque chose que notre rapport permet de valider. Jusqu'où aller dans l'utilisation des données de santé? Est-ce qu'une approche populationnelle est possible en France? En tout cas, monsieur le député, c'est clair qu'on peut aller plus loin dans l'utilisation des données de santé, dans le respect bien sûr du RGPD et aussi du travail de la CNIL. C'est un vrai sujet qui est plus large que celui de la vaccination. Nous n'avons pas travaillé, Madame Thévenot, sur la question des femmes enceintes. Mais je pense que là encore, c'est une remarque qui mériterait d'être approfondie. Sur la 4e dose, reconnaissons qu'il y a probablement eu aussi des problèmes de communication. Je pense, mais là je sors peut-être un peu de mon rôle d'examen rétrospectif présentant un rapport, qu'il faudrait dire peut-être de façon plus claire qu'il faut vacciner quand on n'a pas été vacciné depuis plus de 3 mois à 80 ans et plus de 6 mois à 60 ans. Et que d'une certaine façon, nous allons devoir vivre, non pas avec une dose de rappel, 2 doses de rappel, mais avec des rappels constants, dès lors que nous sortons de ces périodes. On va devoir se faire vacciner 5 fois, 6 fois, 7 fois. C'est plus des rappels réguliers qui seront nécessaires dans le futur. L'enjeu pour l'avenir, je termine par là, en réponse à Mme Kéké notamment, c'est la préparation, c'est l'anticipation, c'est la construction de scénarios, et c'est en effet l'identification préalable de viviers de ressources. Ces ressources, elles existent. En tout cas, elles ont été mobilisées pendant la crise. J'ai mentionné le chiffre de 128 000 professionnels de santé qui ont été mobilisés. Et je redis ce que j'ai dit. Il ne faut pas les perdre de vue. Il faut bien les identifier et être prêt si cela devait se reproduire, si on devait être dans une situation de cette nature, à nouveau, les mobiliser et les mobiliser rapidement. Voilà, mesdames et messieurs les députés, les réponses que je pouvais faire, compte tenu du rapport, bien sûr, à vos remarques qui, pour le reste, sont fondées, y compris sur des sujets que nous n'avons pas abordés nous-mêmes. Nous n'avons prétendons jamais à l'exhaustivité, mais nous écoutons toujours ce que les parlementaires nous disent, qui peut nous inspirer pour de futurs contrôles. Monsieur le Premier Président, je ne vais pas vous libérer. J'ai une dernière petite question d'une députée qui vraiment tient absolument à poser sa question. Donc, Madame Christol, je vous donne le micro, prenez-le. Voilà. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Excusez-moi, monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, je vous remercie. Je vous remercie pour ce rapport très important pour nous tous. On se souvient, comme vous venez de le dire très très bien, de ces premiers jours de pandémie. J'étais moi-même maire d'une petite commune et nous avons eu le privilège d'être identifiés comme ceux qui allaient ouvrir un centre de vaccination. Et sur la carte, on a été une des régions les plus vaccinées au sud de la France. Et je pense que le travail de votre rapport remonte bien les difficultés que nous avons eues à mettre en place ces centres de vaccination. Je voulais revenir sur la prévention, si vous le permettez. Vous avez dressé un bilan positif des dispositifs d'aller vers les publics éloignés de la prévention et du soin. Et vous avez souligné que d'autres actions de cette nature ont vocation à être mises en œuvre dans le champ plus large de la prévention en santé, notamment l'envoi par l'assurance maladie aux médecins traitants des patients concernés par les actions de prévention
prévention des principales pathologies. On peut remarquer notamment le cas des personnes sous dialyse qui n'avaient pas été identifiées comme personnes à l'époque à risque de la Covid-19 tout au début. Donc déjà, vous aviez, bien avant la Covid, en novembre 2021, dans votre rapport sur la politique de prévention en santé, souligné l'inadaptation de l'organisation des soins primaires au déploiement de la prévention. Et vous y citiez notamment les freins en matière de rémunération, d'exercice isolé ou de culture de santé. Sur ce point, votre recommandation numéro 5 propose de pérenniser l'envoi par l'assurance maladie des listes aux médecins traitants de leurs patients concernés par les actions de prévention des principales pathologies. Pourquoi, d'après vous, cela n'a pas été fait antérieurement à la crise sanitaire? Quels en sont les blocages? Et opérationnellement, que pourrait-on espérer comme action au-delà de l'expérimentation menée par la CNAM pour les patients n'ayant pas effectué de dépistage de cancer dans les calendriers recommandés? Je vous remercie. Merci bien, Madame la députée. Monsieur le Premier Président. Bon, d'abord, vous rappelez que c'est une recommandation de ce rapport, mais qu'en réalité, nous avons déjà mené un important travail sur la prévention en santé. Et le message, en tout cas, que je veux passer, c'est qu'effectivement, les politiques d'aller vers, d'une part, les politiques de prévention, d'autre part, sont absolument clés pour l'avenir. Comment parler d'anticiper si on ne prévient pas? Ce sont presque deux notions qui sont en réalité synonymes. Pour le reste, mesurons quand même que pour l'assurance maladie, c'est un très gros travail. Et je pense que c'est plutôt eux qu'il faudrait interroger sur les raisons pour lesquelles ils n'ont probablement pas pu mettre en œuvre cette politique, faute de moyens adaptés. Mais nous sommes amenés, pour notre part, à réitérer nos suggestions et nos Merci bien, Monsieur le Premier Président, à la fois pour la qualité de votre rapport et la qualité également de vos réponses. Je pense que mon micro ne fonctionne plus. Nous aurons tout le plaisir et le loisir donc de vous revoir au cours de cette année pour d'autres rapports. Merci beaucoup, merci mes chers collègues. Et ma foi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Nous avons encore beaucoup à faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.